bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du Signe des Quatre, le deuxième roman qui concerne Sherlock Holmes. Donc chronologiquement parlant, on est en deuxième position. Pour rappel, le roman d'avant, c'était Une étude en rouge, que j'ai déjà lu sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous avez besoin. Je vais aussi, je pense, créer une playlist Sherlock Holmes où je vais mettre les précédentes lectures ainsi que les vlogs lectures et le Signe des Quatre également et du coup les livres suivants aussi. Ce qui fait qu'ils seront dans le Signe des Quatre aura une playlist Le Signe des Quatre, mais également une playlist Sherlock Holmes. On est sur un livre qui a été écrit en février 1890. Je ne sais pas quelle édition j'ai, parce que j'arrive pas à retrouver l'information, ni celui de la traduction. Je ne sais pas où j'ai récupéré cet e-book. Et on est sur un livre qui est court, donc sur e-book, il ne fait que 117 pages, pardon, et il ne compte que 12 chapitres, donc je pense que je passerai à peu près 3 chapitres par semaine, donc ça va faire à peu près un mois, si vous calculez bien. Je m'arrête tout de suite et on se retrouve pour la lecture et un vlog lecture à la fin. A tout de suite et bonne écoute. Le Signe des Quatre par Arthur Conan Doyle, février 1890. Chapitre 1. La déduction est une science. Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant, son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras, criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait 3 fois par jour, mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage, et la nuit, ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Combien de fois ne m'étais-je pas juré de délivrer mon âme et de dire ce que j'avais à dire ? Mais l'attitude nonchalante et réservée de mon compagnon faisait de lui le dernier homme avec lequel on put se permettre une certaine discrétion. Je connaissais ses dons exceptionnels et ses qualités peu communes qui m'en imposaient. À le contrarier, je me serais senti timide et maladroit. Pourtant, cet après-midi-là, je ne pus me contenir. Était-ce la bouteille du Beaune que nous avions bu à déjeuner ? Était-ce sa manière provocante qui accentua mon exaspération ? En tout cas, il me fallut parler. « Aujourd'hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne ?» Ses yeux quittèrent languissamment le vieux livre imprimé en caractères gothiques qu'il tenait ouvert. « Cocaïne, dit-il, une solution à 7%. Vous plairait-il de l'essayer ? » « Non, certainement pas, répondis-je avec brusquerie. Je ne me suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. Ma véhémence le fit sourire. Peut-être avez-vous raison, Watson, dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps. Mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable. Mais considérez la chose dans son ensemble, m'écriai-je avec chaleur. Votre cerveau peut, en effet, connaître une acuité extraordinaire, mais à quel prix ? C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pourquoi risquer de perdre, pour un simple plaisir passager, les grands dons qui sont en vous ? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui parle en ce moment, mais le médecin, en partie responsable de votre santé. Il ne parut pas offensé.
Au contraire, il rassembla les extrémités de ses 10 doigts et posa ses coudes sur les bras de son fauteuil, comme quelqu'un s'apprêtant à savourer une conversation. « Mon esprit refuse la stagnation, » répondit-il. « Donnez-moi des problèmes, du travail. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe. Et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors je puis me passer de stimulants artificiels. Mais je déteste trop la morne routine et l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession. Ou plutôt pourquoi je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce. Le seul détective privé ? Dis-je, levant les sourcils. Le seul détective privé que l'on vienne consulter, précisa-t-il. En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi, la suprême cour d'appel. Lorsque Gregson ou Lestrade ou Athelney Jones donnent leur langue au chat, ce qui devient une habitude chez eux, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver. J'examine les données en tant qu'expert et j'exprime l'opinion d'un spécialiste. En pareil cas, je ne demande aucune reconnaissance officielle de mon rôle. Mon nom n'apparaît pas dans les journaux. Le travail en lui-même, le plaisir de trouver un champ de manœuvre pour mes dons personnels sont ma plus haute récompense. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de me voir à l'œuvre dans l'affaire de Jefferson Hope. En effet, et jamais rien ne m'a tant frappé, à tel point que j'en ai fait un petit livre, sous le titre quelque peu fantastique de « Une étude en rouge ». Il hocha tristement la tête. « Je l'ai parcouru, dit-il. Je ne peux honnêtement vous en féliciter. La détection est, ou devrait être, une science exacte. Elle devrait donc être constamment traitée avec froideur et sans émotion. Vous avez essayé de la teinter de romantisme, ce qui produit le même effet que si vous introduisiez une histoire d'amour ou un enlèvement dans la 5e proposition d'Euclide. Mais l'élément romantique existait objectivement, m'écriai-je. Je ne pouvais accommoder les faits à ma guise. En pareil cas, certains faits doivent être supprimés, ou tout au moins rapportés avec un sens équitable des proportions. La seule chose qui méritait d'être mentionnée dans cette affaire était le curieux raisonnement analytique remontant des effets aux causes, grâce à quoi je suis parvenu à le démêler. J'étais agacé, irrité par cette critique. N'avais-je pas travaillé spécialement pour lui plaire ? Son orgueil semblait regretter que chaque ligne de mon petit livre n'eût pas été consacrée uniquement à ses faits et gestes. Plus qu'une fois, durant les années passées avec lui à Baker Street, j'avais observé qu'une légère vanité perçait sous l'attitude tranquille et didactique de mon compagnon. Je ne répliquai rien et m'occupais de ma jambe blessée. Une balle jésaille l'avait traversée quelque temps auparavant, et bien que je ne fusse pas empêché de marcher, je souffrais à chaque changement du temps. Ma clientèle s'est récemment étendue au pays du continent, reprit Holmes, en bourrant sa vieille pipe de bruyère. La semaine dernière, François Levillard est venu me consulter. C'est un homme d'une certaine notoriété dans la police judiciaire française. Il possède la fine intuition du celte, mais il lui manque les connaissances étendues qui lui permettraient d'atteindre les sommets de son art. L'affaire concernait un testament et soulevait quelques points intéressants. J'ai pu le renvoyer à 2 cas similaires, l'un à Riga en 1857, l'autre à Saint-Louis en 1871. Cela lui a permis de trouver la solution exacte. Voici la lettre reçue ce matin, me remerciant pour l'aide apportée. Il me tendait, en parlant, une feuille froissée d'aspect étrange. Je la parcourus. Il s'y trouvait une profusion de superlatifs, de magnifiques, de coups de maître, de tours de force, qui attestaient l'ardente admiration du Français. « Il écrit comme un élève à son maître, dis-je. « Oh, l'aide que je lui apportais ne méritait pas un tel éloge, dit Sherlock Holmes d'un ton badin. Il est lui-même très doué. Il possède 2 des 3 qualités nécessaires au parfait détective, le pouvoir d'observer et celui de déduire. Il ne lui manque que le savoir, et cela peut venir avec le temps. Il est en train de traduire en français mes minces essais.
Vos essais? Ah, vous ne saviez pas, s'écria-t-il en riant. Oui, je suis coupable d'avoir écrit plusieurs traités, tous sur des questions techniques d'ailleurs. Celui-ci, par exemple, sur la discrimination entre les différents tabacs. 140 variétés de cigares, cigarettes et tabacs y sont énumérées. Des reproductions en couleur illustrent les différents aspects des cendres. C'est une question qui revient continuellement dans les procès criminels. Des cendres peuvent constituer un indice d'une importance capitale. Si vous pouvez dire, par exemple, que tel meurtre a été commis par un homme fumant un cigare de l'Inde, cela restreint évidemment votre champ de recherche. Pour l'œil exercé, la différence est aussi vaste entre la cendre noire d'un Trichinopoly et le blanc duvet du tabac Bird's Eye, qu'entre un chou et une pomme de terre. Vous êtes en effet remarquablement doué pour les petits détails. J'apprécie leur importance. Tenez, voici mon essai sur la détection des traces de pas, avec quelques remarques concernant l'utilisation du plâtre de Paris pour préserver les empreintes. Un curieux petit ouvrage, celui-là aussi. Il traite de l'influence des métiers sur la forme des mains, avec gravures à l'appui, représentant des mains de couvreurs, de marins, de bûcherons, de typographes, de tisserands et de tailleurs de diamants. C'est d'un grand intérêt pratique pour le détective scientifique, surtout pour découvrir les antécédents d'un criminel et dans les cas de corps non identifiés. Mais je vous ennuie avec mes balivernes. Point du tout, répondis-je sincèrement. Cela m'intéresse beaucoup. Surtout depuis que j'ai eu l'occasion de vous voir mettre vos balivernes en action. En application? Mais vous parliez il y a un instant d'observation et de déduction. Il me semble que l'un implique forcément l'autre, au moins en partie. Bah, à peine, dit-il, en s'adossant confortablement dans son fauteuil, tandis que de sa pipe s'élevaient d'épaisses volutes bleues. Ainsi, l'observation m'indique que vous vous êtes rendu à la poste de Wigmore Street ce matin. Mais c'est par déduction que je sais que vous avez envoyé un télégramme. Exact, m'écriai-je, correct sur les 2 points. Mais j'avoue ne pas voir comment vous y êtes parvenu. Je me suis décidé soudainement et je n'en ai parlé à quiconque. C'est la simplicité même, remarqua-t-il, en riant doucement de ma surprise. Si absurdement simple qu'une explication paraît superflue. Pourtant, cet exemple peut servir à définir les limites de l'observation et de la déduction. Ainsi, j'observe des traces de boue rougeâtre à votre chaussure. Or, juste en face de la poste de Wigmore Street, la chaussée vient d'être défaite. De la terre s'y trouve répandue, de telle sorte qu'il est difficile de ne pas marcher dedans pour entrer dans le bureau. Enfin, cette terre est de cette singulière teinte rougeâtre qui, pour autant que je sache, ne se trouve nulle part ailleurs dans le voisinage. Tout ceci est observation, le reste est déduction. Comment, alors, avez-vous déduit le télégramme? Voyons, je savais pertinemment que vous n'aviez pas écrit de lettre, puisque toute la matinée, je suis resté assis en face de vous. Je puis voir également sur votre bureau un lot de timbres et un paquet de cartes postales. Pourquoi seriez-vous donc allé à la poste? Sinon pour envoyer un télégramme. Éliminez tous les autres mobiles, celui qui reste doit être le bon. C'est le cas, cette fois-ci, répondis-je après un moment de réflexion. La chose est, comme vous dites, extrêmement simple. Me prendriez-vous cependant pour un impertinent si je soumettais vos théories à un examen plus sévère? Au contraire, répondit-il. Cela m'empêchera de prendre une 2e dose de cocaïne. Je serais enchanté de me pencher sur un problème que vous me soumettriez. Je vous ai entendu dire qu'il est difficile de se servir quotidiennement d'un objet sans que la personnalité de son possesseur y laisse des indices qu'un observateur exercé puisse lire. Or, j'ai acquis depuis peu une montre de poche. Auriez-vous la bonté de me donner votre opinion quant aux habitudes ou à la personnalité de son ancien propriétaire? Je lui tendis la montre non sans malice. L'examen, je le savais, allait se révéler impossible, et le caquet de mon compagnon s'en retrouverait rabattu. Il soupesa l'objet, scruta attentivement le cadran, ouvrit le boîtier et examina le mouvement, d'ailleurs à l'œil nu, puis avec une loupe,
J'eus du mal à retenir un sourire devant son visage déconfit lorsqu'il referma la montre et me la rendit. Il n'y a que peu d'indices, remarqua-t-il. La montre ayant été récemment nettoyée, je suis privé des traces les plus évocatrices. C'est exact, répondis-je. Elle a été nettoyée avant de m'être remise. En moi-même, j'accusais mon compagnon de présenter une excuse boiteuse pour couvrir sa défaite. Quels indices pensait-il tirer d'une montre non nettoyée ? Bien que peu satisfaisante, mon enquête n'a pas été entièrement négative, observa-t-il, en fixant le plafond d'un regard terne et lointain. Si je ne me trompe, cette montre appartenait à votre frère aîné, qu'il hérita de votre père. Ce sont sans doute les initiales HW, gravées au dos du boîtier, qui vous suggèrent cette explication. Parfaitement. Le W indique votre nom de famille. La montre date de près de 50 ans. Les initiales sont aussi vieilles que la montre, qui fut donc fabriquée pour la génération précédente. Les bijoux sont généralement donnés au fils aîné, lequel porte généralement le nom de son père. Or, votre père, si je me souviens bien, est décédé depuis plusieurs années. Il s'ensuit que la montre était entre les mains de votre frère aîné. Jusqu'ici, c'est vrai, dis-je. Avez-vous trouvé autre chose ? C'était un homme négligent et désordonné. Oui, fort négligent. Il avait de bons atouts au départ, mais il les gaspilla. Il vécut dans une pauvreté coupée de courtes périodes de prospérité, et il est mort après s'être adonné à la boisson. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. L'amertume déborda de mon cœur. Je bondis de mon fauteuil et arpentai furieusement la pièce, malgré ma jambe blessée. « C'est indigne de vous, Holmes !» m'écriai-je. « Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle bassesse. Vous vous êtes renseigné sur la vie de mon malheureux frère et vous essayez de me faire croire que vous avez déduit ces renseignements par je ne sais quel moyen de fantaisie ? Ne vous attendez pas à ce que je croie que vous avez lu tout ceci dans une vieille montre. C'est un procédé peu charitable qui, pour tout dire, frôle le charlatanisme. » « Mon cher docteur, je vous prie d'accepter mes excuses, » dit-il gentiment. Voyant l'affaire comme un problème abstrait, j'ai oublié combien cela vous touchait de près et pouvait vous être pénible. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère et jusqu'à son existence avant d'examiner cette montre. Alors comment, au nom du ciel, ces choses-là vous furent-elles révélées ? Tout est vrai, jusqu'au plus petit détail. Ah, c'est de la chance. Je ne pouvais dire que ce qui paraissait le plus probable. Je ne m'attendais pas à être aussi exact. Ce n'était pas simplement un exercice de devinette. Non, non, jamais je ne devine. C'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Ce qui vous semble étrange l'est seulement parce que vous ne suivez pas mon raisonnement et vous n'observez pas les petits faits desquels on peut tirer de grandes déductions. Par exemple, j'ai commencé par dire que votre frère était négligent. Observez donc la partie inférieure du boîtier et vous remarquerez qu'il est non seulement légèrement cabossé en 2 endroits, mais également couvert d'éraflures. Celles-ci ont été faites par d'autres objets, des clés ou des pièces de monnaie, qu'il mettait dans la même poche. Ce n'est sûrement pas un tour de force que de déduire la négligence chez un homme qui traite d'une manière aussi cavalière une montre de 50 guinées. Ce n'est pas non plus un raisonnement génial qui me fait dire qu'un héritage comportant un objet d'une telle valeur a dû être substantiel. Je hochai la tête pour montrer que je le suivais. D'autre part, les prêteurs sur gage ont l'habitude en Angleterre de graver sur la montre, avec la pointe d'une épingle, le numéro du reçu délivré lors de la mise en gage de l'objet. C'est plus pratique qu'une étiquette qui risque d'être perdue ou transportée sur un autre article. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de cette sorte à l'intérieur du boîtier. Ma loupe les montre distinctement. D'où une première déduction. Votre frère était souvent dans la gêne. Deuxième déduction, il connaissait des périodes de prospérité, faute desquelles il n'aurait pu retirer sa montre. Enfin, je vous demande de regarder dans le couvercle intérieur, l'orifice où s'introduit la clé du remontoir. Un homme sobre ne l'aurait pas rayé ainsi. En revanche, toutes les montres des alcooliques
porte les marques de mains pas trop sûres d'elle-même pour remonter le mécanisme. Que reste-t-il donc de mystérieux dans mes explications? Tout est clair comme le jour, répondis-je. Je regrette d'avoir été injuste à votre égard. J'aurais dû témoigner d'une plus grande foi en vos capacités. Puis-je vous demander si vous avez une affaire sur le chantier en ce moment? Non, d'où la cocaïne. Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable dans la vie? Approchez-vous de la fenêtre, ici. Le monde a-t-il jamais été aussi lugubre, médiocre et ennuyeux? Regardez ce brouillard jaunâtre qui s'étale le long de la rue et qui s'écrase inutilement entre ces mornes maisons. Quoi de plus cafardeux et de plus prosaïque? Dites-moi donc, docteur, à quoi peuvent servir des facultés qui restent sans utilisation? Le crime est banal, la vie est banale, et seules les qualités banales trouvent à s'exercer ici-bas. J'ouvris la bouche pour répondre à cette tirade lorsqu'on frappa à la porte. Notre logeuse entra, apportant une carte sur le plateau de cuivre. « C'est une jeune femme qui désire vous voir, » dit-elle à mon compagnon. « Mademoiselle Mary Morstan » lut-il. « Je n'ai aucun souvenir de ce nom. Voulez-vous introduire cette personne, Madame Hudson? Ne partez pas, docteur. Je préférerais que vous assistiez à l'entrevue. » Chapitre 2. Présentation de l'affaire. Mademoiselle Morstan pénétra dans la pièce d'un pas décidé. C'était une jeune femme blonde, petite et délicate. Sa mise simple et modeste, bien que d'un goût parfait, suggérait des moyens limités. La robe, sans ornement ni bijoux, était d'un beige sombre tirant sur le gris. Elle était coiffée d'un petit turban de la même couleur blanche sur le côté. Sa beauté ne consistait pas dans la régularité des traits, ni dans l'éclat du teint. Elle résidait plutôt dans une expression ouverte et douce, dans deux grands yeux bleus sensibles et profonds. Mon expérience des femmes qui s'étend à plusieurs pays des 3 continents ne m'avait jamais montré un visage exprimant mieux le raffinement du cœur. Elle prit place sur le siège que Sherlock Holmes lui avança. Je remarquai aussitôt le tremblement de sa bouche et la crispation de ses mains. Tous les signes d'une agitation intérieure intense étaient réunis. « Je viens à vous, monsieur Holmes, dit-elle, parce que vous avez aidé Madame Cécile Forrester, pour qui je travaille, à démêler une petite complication domestique. Elle a été très impressionnée par votre talent et votre obligeance. »« Madame Cécile Forrester, répéta-t-il pensivement. Oui, je crois lui avoir rendu un petit service. C'était pourtant, si je m'en souviens bien, une affaire très simple. Ce n'est pas mon avis. Mais en tout cas, vous n'en direz pas autant de mon histoire. Je puis difficilement en imaginer une plus étrange, plus complètement inexplicable. » Holmes se frotta les mains. Ses yeux brillèrent. Il pencha en avant dans son fauteuil, son profil d'oiseau de proie, et ses traits fortement dessinés exprimèrent soudain une extraordinaire concentration. « Exposez votre cas, » dit-il. Il avait pris le ton d'un homme d'affaires. Ma position était embarrassante et je me levai. Vous m'excuserez, j'en suis sûre. À ma grande surprise, la jeune femme me retint d'un geste de sa main gantée. « Si votre ami avait l'amabilité de rester, dit-elle, il pourrait me rendre un grand service. » Je n'eus plus qu'à me rasseoir. « Voici brièvement les faits, continua-t-elle. Mon père était officier aux Indes. Il m'envoya en Angleterre quand je n'étais encore qu'une enfant. Ma mère était morte et je n'avais aucun parent ici. Je fus donc placée dans une pension, d'ailleurs excellente, à Édimbourg, et j'y demeurai jusqu'à mes 17 ans. En 1878, mon père, alors capitaine de son régiment, obtint un congé de 12 mois et revint ici. Il m'adressa un télégramme de Londres, annonçant qu'il était bien arrivé et qu'il m'attendait immédiatement à l'hôtel Langham. Son message était plein de tendresse. En arrivant à Londres, je me rendis à Langham. Je fus informé que le capitaine Morstan était bien descendu ici, mais qu'il était sorti la veille au soir et qu'il n'était pas encore revenu.
J'attendis tout le jour, en vain. À la nuit, sur les conseils du directeur de l'hôtel, j'informai la police. Le lendemain matin, une annonce à ce sujet paraissait dans tous les journaux. Nos recherches furent sans résultat, et depuis ce jour, je n'eus plus aucune nouvelle de mon malheureux père. Il revenait en Angleterre, le cœur riche d'espoir, pour trouver un peu de paix et de réconfort. Et au lieu de cela... Elle porta la main à la gorge, et un sanglot étrangla sa phrase. « La date ?» demanda Holmes en ouvrant son carnet. « Il disparut le 3 décembre 1878. Voici presque 10 ans. Ses bagages étaient restés à l'hôtel, mais ils ne contenaient aucun indice. Des vêtements, des livres et un grand nombre de curiosités des îles Andaman. Il avait été officier de la garnison en charge des criminels relégués là-bas. Avait-il quelque ami en ville ? Un seul que je sache, le major Sholto, du même régiment, le 34e d'infanterie de Bombay. Le major avait pris sa retraite un peu auparavant et il vivait à Upper Norwood. Nous l'avons joint, bien entendu, mais il ignorait même que son ami était en Angleterre. « Singulière affaire, » remarqua Holmes. « Je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus déroutante. Il y a 6 ans, le 4 mai 1882, pour être exact, une annonce parut dans le Times, demandant l'adresse de mademoiselle Mary Morstan et déclarant qu'elle aurait davantage à se faire connaître. Il n'y avait ni nom, ni adresse. Je venais d'entrer alors comme gouvernante dans la famille de madame Cécile Forrester. Sur les conseils de cette dame, je fis publier mon adresse dans les annonces. Le même jour, je recevais par la poste un petit écrin en carton contenant une très grosse perle du plus bel Orient. Rien d'autre. Depuis ce jour, j'ai reçu chaque année, à la même date, un colis contenant une perle semblable et sans aucune indication de l'expéditeur. J'ai consulté un expert. Ces perles sont d'une espèce rare et d'une valeur considérable. Jugez vous-même si elles sont belles. Elle ouvrit une boîte plate et nous présenta 6 perles, les plus pures que j'ai jamais vues. « Votre récit est intéressant, » dit Sherlock Holmes. « Y a-t-il eu autre chose ?»« Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue à vous. J'ai reçu une lettre ce matin, la voici. »« Merci, » dit Holmes. « L'enveloppe aussi, s'il vous plaît. » Estampille de la Poste, Londres, secteur sud-ouest. Date, 7 juillet. La marque d'un pouce dans le coin, probablement celui du facteur. Enveloppe à 6 pence le paquet, papier à lettres luxueux, pas d'adresse. Soyez ce soir à 7 heures au Lyceum Theatre, près du 3e pilier en sortant à partir de la gauche. Si vous n'avez pas confiance, convoquez 2 amis. Vous êtes victime d'une injustice qui sera réparée. N'amenez pas la police. Si vous le faisiez, tout échouerait. Votre ami inconnu. Eh bien, voilà un très joli petit mystère. Qu'avez-vous l'intention de faire, mademoiselle Morstan ? C'est exactement la question que je voulais vous poser. Dans ce cas, nous irons certainement au rendez-vous. Vous, moi et, oui, bien entendu, le docteur Watson. Votre correspondant permet 2 amis. Le docteur est exactement l'homme qu'il faut. Nous avons déjà travaillé ensemble. « Mais voudra-t-il venir ?» demanda-t-elle d'une voix pressante. « Je serai fier et heureux, » dis-je avec ferveur, « si je puis vous être de quelque utilité. »« Vous êtes très aimables tous les deux, » répondit-elle. « Je mène une vie retirée et je n'ai pas d'amis à qui je puisse faire appel. Je pense que nous aurons le temps si je reviens ici, à 6 heures ? » « Pas plus tard, » dit Holmes. « Une autre question, si vous permettez. L'écriture sur cette enveloppe est-elle la même que celle que vous avez vue sur les boîtes contenant les perles ? » « Je les ai ici, » répondit-elle, en montrant une demi-douzaine de morceaux de papier. « Vous êtes une cliente exemplaire. Vous savez intuitivement ce qui est important. Voyons maintenant. » Étalant les papiers sur la table, il les compara d'un œil vif et pénétrant. L'écriture est déguisée, sauf sur la lettre, mais l'auteur est certainement une seule et même personne, dit-il. Regardez comment
le E grec réapparaît à la moindre inattention, et la courbure particulière du S final. Je ne voudrais surtout pas vous donner de faux espoirs, mademoiselle Morstan, mais y a-t-il une ressemblance quelconque entre cette écriture et celle de votre père? Aucune. Elles sont très différentes. Je m'attendais à cette réponse. Eh bien, à ce soir, 6 heures donc. Permettez-moi de garder ces papiers. Il n'est que 3h30 et je peux en avoir besoin avant votre retour. Au revoir. Au revoir, répondit la jeune femme. Reprenant sa boîte de perles, elle gratifia chacun de nous d'un charmant sourire et se retira rapidement. Je la regardai par la fenêtre marcher dans la rue d'un pas vif, jusqu'à ce que le turban gris et la plume blanche se fondissent dans la foule. « Quelle séduisante jeune femme !» m'écriai-je, en me retournant vers mon compagnon. Il avait rallumé sa pipe et s'était renfoncé dans son fauteuil, les yeux fermés. « Vraiment ?» dit-il languissamment. « Je n'avais pas remarqué. »« Vous êtes un véritable automate, dis-je, une machine à raisonner. Je vous trouve parfois radicalement inhumain. » Il sourit pour répliquer. « Il est essentiel que je ne me laisse pas influencer par des qualités personnelles. Un client n'est pour moi que l'élément d'un problème. L'émotivité contrarie le raisonnement clair et le jugement sain. La femme la plus séduisante que j'ai connue fut pendue, parce qu'elle avait empoisonné 3 petits-enfants afin de toucher l'assurance vie contractée sur leur tête. D'autre part, l'homme le plus antipathique de mes relations est un philanthrope qui a dépensé près de 250 000 livres pour les pauvres. Dans ce cas particulier, cependant, je ne fais pas exception. Je ne fais jamais d'exception. L'expression infirme la règle. Avez-vous jamais eu l'occasion d'étudier le caractère de quelqu'un à travers son écriture ? Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est lisible et régulière, répondis-je. Celle d'un homme habitué aux affaires et doué d'une certaine force de caractère. Holmes secoua la tête. Regardez les lettres à bouche. Elles se différencient à peine du reste. Ce D pourrait être un A et ce L un E. Les hommes de caractère différencient toujours les lettres à bouche, aussi mal qu'ils écrivent. Les K vacillent un peu et les majuscules dénotent une certaine vanité. Bien. Maintenant, je vais sortir. J'ai besoin de quelques renseignements. Laissez-moi vous recommander ce livre, Watson. Il est remarquable. C'est Le martyre de l'homme de Winwood Reade. Je serai de retour dans 1 heure. Je pris le volume et m'installai près de la fenêtre, mais mes pensées s'éloignèrent bientôt des audacieuses spéculations de l'écrivain. Je revoyais la jeune femme, son sourire. J'entendais à nouveau sa voix flexible et mélodieuse racontant l'étrange mystère qui planait sur sa vie. Si elle avait 17 ans au moment de la disparition de son père, elle en avait 27 maintenant. Le bel âge. La jeunesse, encore éclatante, et dépouillée de son égoïsme, tempérée par l'expérience. Ainsi rêvai-je, assis dans mon fauteuil, jusqu'à ce que des pensées dangereuses me vinssent à l'esprit. Alors, je me précipitai à mon bureau et me jetai à corps perdu dans le dernier traité de pathologie. Que me croyais-je donc, moi, simple chirurgien militaire affligé d'une jambe faible et d'un compte en banque encore plus faible, pour me laisser aller à de telles idées? Cette jeune femme n'était que l'un des éléments, des facteurs du problème. Si mon avenir était sombre, mieux valait le regarder en face, comme un homme, plutôt que de le camoufler sous les fantaisies irréelles de l'imagination. Chapitre 3. En quête d'une solution. Holmes ne revint qu'à 5h30. Alerte et souriant, il paraissait d'étrange humeur, état d'esprit qui alternait chez lui avec des accès de dépression profonde. « Il n'y a pas grand mystère dans cette affaire, dit-il, en prenant la tasse de thé que je venais de lui verser. Les faits ne semblent admettre qu'une seule explication. »« Quoi ? Vous avez déjà trouvé la solution ? » ?»« Ma foi, ce serait aller trop loin. J'ai découvert un fait significatif, c'est tout. Mais il est très significatif. Il manque encore les détails. Je viens de trouver, en effet, en consultant les archives du Times, que le major Sholto de Upper Norwood, ancien officier du 34e régiment d'infanterie, est mort le 28 avril 1882.
Je suis peut-être très obtus, Holmes, mais je ne vois rien de significatif en cela. Non? Vous me surprenez? Eh bien, veuillez considérer les faits que voici. Le capitaine Morstan disparaît. La seule personne qu'il connaissait à Londres est le major Sholto. Or, celui-ci affirme ignorer la présence du capitaine en Angleterre. 4 ans plus tard, Sholto meurt. Dans la semaine qui suit sa mort, la fille du capitaine Morstan reçoit un présent d'une grande valeur, lequel se répète chaque année. La lettre d'aujourd'hui la décrit comme victime d'une injustice. Or, cette jeune femme a-t-elle subi d'autres préjudices que la disparition de son père? Et pourquoi les cadeaux commencent-ils immédiatement après la mort de Sholto? Sinon parce que son héritier, sachant quelque chose, veut réparer un tort. À moins que vous n'ayez une autre théorie qui cadre avec tous ces faits. Tout de même, n'est-ce pas une étrange façon de compenser la disparition d'un père? Et quelle curieuse manière de procéder? Pourquoi, d'autre part, écrire cette lettre aujourd'hui plutôt qu'il y a 6 ans? Enfin, il est question de réparer une injustice. Comment? En lui rendant son père? On ne peut admettre qu'il soit encore vivant. Or, cette jeune femme n'est victime d'aucune autre injustice. Il y a des difficultés, mais notre expédition de ce soir les aplanira toutes. Ah, voici un fiacre. Mademoiselle Morstan est à l'intérieur. Êtes-vous prêt? Alors descendons, car il est 6 heures passées. Je pris mon chapeau et ma plus grosse canne. J'observai que Holmes prenait son revolver dans le tiroir et le glissait dans sa poche. Il pensait donc que notre soirée pourrait se compliquer. Mademoiselle Morstan était enveloppée d'un manteau sombre. Son visage fin était pâle, mais calme. Il aurait fallu qu'elle fût plus qu'une femme pour ne pas éprouver un malaise devant l'étrange expédition dans laquelle nous nous embarquions. Cependant, elle était très maîtresse d'elle-même, à en juger par les claires réponses qu'elle fit aux questions que Holmes lui posa. Dans ses lettres, papa parlait beaucoup du major Sholto, dit-elle. Ils devaient être amis intimes. Ils s'étaient sans doute trouvés très souvent ensemble, puisqu'ils commandaient les troupes des îles Andaman. Pendant que j'y pense, un étrange document a été trouvé dans le bureau de papa. Personne n'a pu le comprendre. Je ne pense pas qu'il soit de la moindre importance, mais peut-être aimeriez-vous en prendre connaissance. Le voici. Holmes déplia soigneusement la feuille de papier et la glissa sur son genou. Puis il l'examina à l'aide de sa loupe. Le papier a été fabriqué aux Indes, remarqua-t-il. Il fut à un moment épinglé à une planche. Le schéma dessiné semble être le plan d'une partie d'un grand bâtiment, comportant pourvu de nombreuses entrées, couloirs et corridors. Une petite croix a été tracée à l'encre rouge. Au-dessus d'elle, il y a 3,37 à partir de la gauche, écrit au crayon. Dans le coin gauche, un curieux hiéroglyphe ressemblant à 4 croix alignées à se toucher. À côté, en lettres malhabiles et grossières, il est écrit « Le signe des 4, Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. » Non, j'avoue ne pas voir comment ce document pourrait se rattacher à notre affaire. Mais il est certainement important. Il a été soigneusement rangé dans un portefeuille, car le verso est aussi propre que le recto. Je l'ai en effet trouvé dans son portefeuille. Gardez-le précieusement, mademoiselle Morstan. Il pourrait nous servir. Je commence à me demander si cette affaire n'est pas plus profonde et subtile que je ne l'avais d'abord supposé. Il me faut reconsidérer mes idées. Il se rencogna dans le siège de la voiture. À son front plissé et à son regard absent, je devinais qu'il réfléchissait intensément. Mademoiselle Morstan et moi conversâmes à mi-voix sur notre présente expédition et ses résultats possibles. Mais Holmes se cantonna dans une réserve impénétrable jusqu'à la fin du voyage. Nous étions en septembre. La soirée s'annonçait aussi lugubre que le jour. Un brouillard dense et humide imprégnait la grande ville. Des nuages couleur de boue se traînaient misérablement au-dessus des rues bourbeuses. Le long du Strand, les lampadaires n'étaient plus que des points de lumière diffuse et détrempés, jetant une faible lueur circulaire sur le pavé gluant. Les lumières jaunes des vitrines éclairaient par places l'atmosphère moite.
Il y avait, me semblait-il, quelque chose de fantastique et d'étrange dans cette procession sans fin de visages surgissant un instant pour disparaître ensuite. Visages tristes ou heureux, hagards ou satisfaits, glissant de la morne obscurité à la lumière pour retomber bientôt dans les ténèbres. Ils symbolisaient l'humanité entière. Je ne suis pas généralement impressionnable, mais cette ambiance et les bizarreries de notre entreprise s'allièrent pour me déprimer. L'attitude de mademoiselle Morstan reflétait la mienne. Holmes, lui, pouvait s'élever au-dessus d'influences semblables. Il tenait son carnet ouvert sur son genou et s'éclairant de sa lampe de poche, il inscrivait de temps à autre des phrases et des chiffres. Au Lyceum Theatre, la foule se pressait devant les entrées latérales. Le long de la façade défilait une ligne ininterrompue de fiacres et de voitures particulières qui déchargeaient leur cargaison d'hommes et de femmes en tenue de soirée. À peine étions-nous parvenus au 3e pilier, lieu de notre rendez-vous, qu'un petit homme brun et vif, vêtu en cocher, nous accostait. « Êtes-vous les personnes qui accompagnent mademoiselle Morstan » demanda-t-il. « Je suis mademoiselle Morstan, et ces 2 messieurs sont mes amis. » Il leva vers nous un regard étonnamment scrutateur. « Vous m'excuserez, mademoiselle, dit-il d'un ton plutôt rogue, mais il faut que vous me donniez votre parole d'honneur qu'aucun de ces messieurs n'est un policier. »« Je vous en donne ma parole, » répondit-elle. Il émit un sifflement aigu. Un gamin amena une voiture dont il ouvrit la porte. L'homme qui nous avait abordés monta sur le banc du conducteur, tandis que nous prenions place à l'intérieur. À peine étions-nous installés que le cocher fouetta ses chevaux et nous entraîna dans les rues brumeuses à une allure folle. Notre situation était curieuse. Nous nous rendions dans un endroit inconnu pour des raisons inconnues. Cependant, cette invitation était ou bien une mystification complète, hypothèse difficile à soutenir, ou bien la preuve que des événements importants se préparaient. Mademoiselle Morstan paraissait plus résolue et plus décidée que jamais. J'entrepris de la distraire par le récit de certaines de mes aventures en Afghanistan. Mais à dire vrai, j'étais moi-même si curieux de notre destination que mes histoires s'embrouillèrent, quelque peu. Aujourd'hui encore, elle affirme que je lui ai raconté une émouvante anecdote, selon laquelle la gueule d'un fusil ayant surgi à l'intérieur de ma tente au milieu de la nuit, j'aurais empoigné un fusil de chasse et tiré en cette direction. En tout cas, notre itinéraire m'intéressait plus que ces vieilles histoires. J'avais suivi au début la direction dans laquelle nous allions, mais bientôt le brouillard, la vitesse et ma connaissance limitée de Londres me fit perdre le fil. Je ne sus plus rien, sinon que nous faisions un long trajet. Mais Sherlock Holmes suivait notre route. Il murmurait le nom des quartiers et des rues tortueuses que notre voiture dévalait à grand bruit. « Rochester Row, dit-il. Maintenant, Vincent Square. Nous arrivons sur la route du pont de Vauxhall. Apparemment, nous nous dirigeons du côté du Surrey. Oui, c'est ce que je pensais. Nous sommes sur le pont à présent. Vous pouvez apercevoir les reflets du fleuve. » Nous pûmes distinguer, en effet, une partie de la Tamise, dans laquelle les lampadaires miroitaient faiblement. Mais déjà, notre véhicule s'engageait de l'autre côté, dans un labyrinthe de rues. « Wandsworth Road, » dit mon compagnon. « Priory Road, Larkhall Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbour Lane. Notre enquête ne semble pas nous mener vers un quartier bien élégant. » Il est vrai que l'aspect des rues n'était pas encourageant. La monotonie des maisons de briques n'était coupée, çà et là, que par les cafés situés au croisement. Puis apparurent des villas à 2 étages, chacune possédant son jardin miniature. Et ce fut à nouveau l'interminable alignement de bâtiments neufs et criards qui ressemblaient à des tentacules monstrueux que la ville géante aurait lancés dans la campagne environnante. Notre voiture stoppa enfin à la 3e maison d'une rue nouvellement percée. Les autres immeubles paraissaient inhabités. Celui devant lequel nous nous étions arrêtés était aussi sombre que les autres, mais une faible lueur brillait à la fenêtre de la cuisine. Dès que l'on frappa, la porte fut ouverte par un serviteur hindou, nanti d'un turban jaune et d'amples vêtements blancs serrés à la taille par une ceinture également jaune. Il y avait quelque chose d'incongru dans cette apparition orientale qui s'encadrait dans la porte d'une banale maison de banlieue. « Le sahib vous attend, dit-il.
Au même moment, une voix pointue et criarde s'éleva de l'intérieur. « Faites-les entrer, Kit Woodgar !» cria-t-elle. « Introduis-les ici, tout de suite !» Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog sur le signe des 4 de Sherlock Holmes, donc un nouveau livre de Sherlock de Sir Arthur Conan Doyle que nous commençons, qui est donc sur les 4 romans le deuxième et qui précède également les 56 nouvelles, il me semble. C'est le deuxième roman sur les 4, il me semble qu'il y a d'abord les 4 romans et ensuite des recueils de nouvelles. Donc, pour ceux qui ont suivi sur la chaîne, j'ai déjà lu le premier roman qui s'appelle Une étude en rouge. Donc à chaque fois j'ai l'impression que ça va être Watson qui va être le narrateur de l'histoire, qui va présenter l'histoire et qui est un petit peu l'intermédiaire entre Sherlock et nous, et qui raconte un peu sous forme de journal l'enquête de Sherlock Holmes. Alors, si vous n'avez pas lu Une étude en rouge, en gros, on rencontrait le personnage de Sherlock parce que Watson est le coloc, en gros, de Sherlock. Sherlock, qui est un détective privé qui travaille en... c'est un genre de partenaire de la... Comment on dit ça? J'ai plus le terme. Mais c'est un genre de partenaire de Scotland Yard qui fait appel à lui quand ils sont perdus sur une enquête précise. Et qu'ils ont besoin en gros de son œil affûté et de sa capacité de déduction. Et donc, au premier roman, on montrait la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson. Ce qui fait qu'on a un style qui est très factuel comme ça quand c'est Watson qui raconte l'histoire. Mais quand il y a par exemple, s'il peut y avoir le suspect ou une des victimes, quelqu'un d'autre en gros, qui va raconter son histoire, ça peut être beaucoup plus lyrique. Je trouve un style beaucoup plus romanesque entre guillemets et moins rapide, efficace, journalistique on va dire, que le récit de Watson. En tout cas, je vous conseille, si vous souhaitez, je vais vous mettre en barre d'informations le lien vers la playlist d'une étude en rouge, si vous souhaitez le lire, où j'ai fait comme ici, c'est-à-dire que je lis quelques chapitres et je fais un vlog lecture derrière, mais il est lu en entier. C'est un livre qui est court aussi, je crois qu'on est sur du 120 pages e-book, donc vraiment un petit bouquin qui avait fait quelques semaines, donc ça fait quelques vidéos. Et je pense que je les lirai tous. Parce que pourquoi pas, ma foi. Et bref, donc là, on a l'exposition de l'affaire et on a aussi un petit peu la poursuite de la relation entre Watson et Holmes, où en gros, dans le premier, dans Une étude en rouge, quand Watson rencontre Holmes, qui est quand même un drôle d'oiseau, Holmes, c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de ses capacités, qui est parfaitement conscient d'une part de génie en fait qu'il a en lui. Ça peut faire un personnage un peu imbu lui-même, pas très sympathique, mais quelque part il n'a pas tort parce qu'il est brillant. Il est brillant même si il ne va pas forcément tout résoudre tout de suite, parce que là vous voyez il a déjà des idées, mais dans Une étude en rouge, il s'était fait gentiment couillonner. C'était assez sympa d'ailleurs. Et parce qu'on peut penser en fait qu'un personnage de génie comme ça résolve l'enquête quasiment en claquant des doigts, mais non. Parce qu'il y a un truc qu'il a remarqué et qu'il a mal interprété par exemple, ou parce qu'il y a des éléments dont il n'a pas connaissance. Et alors là, on a la gouvernante de... Je ne sais plus du tout qui est cette femme, par contre. Ça devait être... il me semble que dans Une étude en rouge... l'étude en rouge, c'est l'enquête principale de Holmes, mais il y avait eu des petites enquêtes secondaires qui étaient très rapides, du genre du courrier volé, ou quelque chose qui est résolu très rapidement. Genre quelqu'un vient...
pose son problème, donne des indices, pif paf pouf. Holmes répond à tout de suite et la dame était contente. Donc je pense que la jeune femme là, mademoiselle Norstan, c'est la gouvernante d'une personne qui est venue et dont l'enquête a été résolue très rapidement comme ça. Il me semble vraiment pas que c'était l'enquête principale. Et ce qui fait que, alors je sais pas si on l'a ressenti là, mais Watson, il a quand même une très grande admiration pour Holmes. Mais il y a un respect mutuel aussi. Parce que Holmes, il a certaines valeurs, Watson également. Je pense que ce sont pour la plupart des valeurs qui se rejoignent. Mais Holmes, je pense profondément qu'il serait incapable de faire une carrière militaire comme Watson l'a faite. Parce qu'il serait incapable de... Il a un rapport à l'autorité qui est compliqué. Et il serait incapable d'obéir et de ne pas remettre en question un ordre s'il pense que cet ordre-là est stupide, par exemple. Ou si ça va à l'encontre de ses convictions, ou s'il ne voit pas d'intérêt, il n'est pas capable d'avoir une carrière militaire. C'est pas possible. À moins que ce ne soit un gradé. Mais en même temps, dans les relations sociales, il est pas très bon, il est pas doué parce que il sait pas faire. Il sait pas faire. Et là, je trouve touchant aussi déjà le fait qu'on découvre un Holmes qui, quand il s'ennuie, s'adonne à la drogue. Alors pour la petite histoire, je pense que le rapport à la drogue, à la cocaïne, là il parle de cocaïne et de morphine, il me semble, cocaïne et opium, je sais plus. Mais ce sont des drogues qui... Enfin, le rapport à la drogue de l'époque n'est pas du tout le même rapport qu'on a à la drogue aujourd'hui. Aujourd'hui, un truc comme ça, venant d'un médecin qui observe quelqu'un qui se fait tranquille son petit shoot, ça va pas le faire du tout. Mais là, 1890, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Et moi j'ai le souvenir d'avoir vu d'ailleurs dans les Peaky Blinders l'arrivée de la cocaïne qui devait être plus démocratisée, moins... Parce que là je pense que ça va être assez confidentiel. Quand Holmes l'utilise, là, je pense que c'est assez confidentiel et je pense qu'il fait lui-même son mélange. Et c'est pas la drogue festive comme ça l'est montré dans les Peaky Blinders, où c'est Arthur qui tombe dedans et Tommy qui en gros dit ça, c'est en gros quand tu veux t'amuser, mais tu fais pas ça tout le temps. Et bref, Holmes, il est quand même très bien décrit là par Watson, où des périodes où il est content quand il travaille ce qu'il exprime et des périodes de profonde dépression où il a besoin de stimulation intellectuelle et où il prend de la drogue. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît très bien dans Elementary. Dans Elementary, j'ai l'impression qu'on avait un Holmes, je mets des guillemets, un peu plus pathologique, plus fragile, en quelque sorte. Brillant, mais le revers de la brillance, c'était cette vulnérabilité avec laquelle il a du mal à vivre. Et alors que je me souviens, les films avec Robert Downey Jr., il est plus sur du truc festif. Enfin, il est à la recherche d'émotions fortes, mais il n'y a pas franchement ce côté vulnérable. J'ai pas le souvenir. Et dans le Sherlock de Cumberbatch, je le voyais aussi le côté un peu à expérimenter des choses, mais plus versant peut-être trouble du spectre autistique. Vous voyez, je sais pas trop. Donc moi, je cale pas de diagnostic sur le personnage littéraire de Holmes pour le moment, parce que j'ai pas assez de grain à moudre, et puis bon, je suis pas tout bime, hein. Mais en tout cas, je trouve c'est un personnage qui est super riche et qui est bien construit quand même pour l'époque. Mais je crois qu'aussi à cette époque-là, il y avait de plus en plus de personnages
qui était riche sur le plan psychologique, justement. En France, il y a eu le courant du réalisme, où là c'était plutôt du réalisme social, comment en gros le milieu social façonne l'individu. Peut-être un côté un peu plus psychologique du côté des Britanniques, je sais pas, hein, je suis pas une spécialiste des mouvements littéraires, hein, mais bref. Bref, je trouve que Sherlock Holmes c'est quand même un personnage fascinant, j'aime bien. Et Watson, il est brillant aussi dans ses domaines. Donc ces domaines de la médecine, où il est aussi, il est quand même sacrément fin observateur également, il est empathique, à l'inverse de Holmes qui n'est pas franchement, parce que là il a quand même une femme qui est en détresse par rapport à son père dont elle n'a pas de nouvelles, et puis qui pleure, etc. Puis lui, il est très à poser un peu des questions brèves et efficaces, quoi. Il est tourné vers l'efficacité, il n'est pas du tout tourné vers obtenir des réponses, mais essayer en même temps de gérer l'émotion de la jeune femme. Bon, elle se l'est gérée, son émotion. Mais je pense que ce bonhomme-là, face à quelqu'un de vraiment paniqué, ou il ne saurait pas faire. Là, je ne sais même pas s'il se rendrait compte qu'il ne saurait pas faire. Ou peut-être qu'il refilerait le bébé à Watson. Le drama, c'est pour Watson. Bref, je trouve ça marrant. Enfin, c'est vraiment un très bon duo, je trouve, un très bon duo littéraire. Alors, pour ceux qui sont adeptes des romans policiers, polar ou thriller, je ne fais plus la différence entre les trois, donc je mets un peu les trois dans le même panier. Alors, je me souviens que roman policier, c'est vraiment service de police, enquête, etc. Thriller, je crois que c'est plus psychologique. Et polar, l'enquête peut ne pas être résolue et on est plus sur... on n'est pas forcément du côté de la police ou du détective. On peut être aussi dans le milieu un peu, le milieu criminel. Je m'en souviens plus, je recreuserai plus tard. Mais on peut avoir envie de commencer à poser des hypothèses, etc. Et je crois que j'avais essayé un petit peu, mais je suis pas bonne là-dedans. Donc qu'est-ce que je peux dire, moi il n'est pas enlevé, le mec? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de dettes? On sait que... Alors, Holmes, il suppose que le major machin, là, qui est décédé, c'est son fils qui envoie les perles précieuses à la fille du mec qui a disparu. Est-ce que c'est pas une histoire de le père de la fille, il a sauvé la peau du major qui est mort, ou il lui a filé de la thune? Pourquoi pas? Peut-être que le major Bidule, il a trempé dans des trucs pas nets, et que le père de la jeune fille a payé de sa vie en voulant le défendre ou faire quelque chose, ce qui fait que peut-être que le major, il a fait un peu profil bas, mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec le fils, en fait? Pourquoi attendre que le père décède pour que le fils envoie des perles? Hein? Eh bien, je ne sais point. Je ne sais point. Et je suis tellement pas bonne pour formuler des hypothèses. Bon, d'après vous, le papa, il est mort ou pas? Ça fait 10 ans. 10 ans, ça craint. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé de faire autre chose au début? Est-ce qu'elle a déjà essayé de prévenir la police que son père avait disparu? Qu'il était censé revenir pour 1 an? Est-ce qu'il y a des histoires? Est-ce que le mec, il est revenu avec de l'argent que le major, il a volé, par exemple? Et que sa famille en a profité, et qu'à la mort du major, là c'est en supposant que le père de la jeune fille soit mort, le père du major qui aurait éventuellement volé cet argent, ces perles, ces pierres précieuses, envoie de temps en temps une petite perlounette à la fille pour soulager sa conscience? Je sais pas. S'il revient si tard que ça, est-ce qu'il s'est pas marié avec une femme de là-bas?
qui l'a ramené en Angleterre et il a démarré une autre vie. Et peut-être qu'il ne s'est pas plus occupé de ça que ça de sa fille qui, après tout, avait déjà 17 ans. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Parce que les rapports entre cette jeune fille et son père avaient l'air assez froids, le peu qu'on en a. On ne sait pas du tout. C'est pas évident. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que sinon je vais rester blablater pendant une demi-heure. Et la monteuse, elle va pas être contente. C'est moi. Si vous avez des conseils de lecture en policier, polar, thriller, du récent ou du pas récent, n'hésitez pas à me le dire. Je pensais pourquoi pas aller regarder un peu du côté de Gaston Leroux, parce qu'après avoir lu Le Fantôme de l'Opéra, j'étais assez contente. Il faut que je réponde d'ailleurs à tous vos messages, hein, Céline. Mais j'étais pas super chaude pour embrayer sur Rouletabille tout de suite. Mais j'aimerais bien lire un peu de policier parce que je maîtrise pas du tout. Ça peut me plaire parce que je regarde des fois des séries policières ou voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bonnes références ou enfin des conseils. Et à tout bientôt. Passez un excellent dimanche et lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!